Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le comité départemental du tourisme épinglé dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Politique inefficace, manque de rigueur sur la gestion et l'organisation de la structure. On fait le point dans un instant. Il s'appelle Jean-François Colombet, à 58 ans, il devient le 28e préfet en poste dans l'île. L'homme a pris ses fonctions ce matin et il sera d'ailleurs l'invité de notre journal demain soir à 19h. Clap de fin ce dimanche pour la 10e édition des Jeux des îles à Maurice. Nos athlètes rentrent à la maison demain. Mais alors, quel bilan faites-vous? Vous qui avez suivi d'ici ce rendez-vous sportif régional, vos réactions à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord, cette bonne nouvelle pour les automobilistes et les conducteurs de deux roues du centre de l'île. Désormais, ils disposent à Combani d'une station essence fonctionnelle depuis ce matin. La 8e de l'île finit donc les allers-retours à Mamoudzou ou plus au sud à Chirangui pour faire le plein. Henriette Bonaïssa, Chafanti Alibako et Youssouf Ahmed Matoir. Plus qu'une merveilleuse chose, c'est une délivrance, un soulagement pour les habitants du centre de l'île, Combani en particulier. L'ouverture de cette 8e station Total en a surpris. Je trouve ça génial. Déjà, on a été surpris puisque là, on arrive de Combani. Ils nous ont dit qu'elle n'est toujours pas ouverte. Et en passant devant, on voit que c'était ouvert. Du coup, on s'est arrêté parce qu'on cherchait des glaçons. On ne cherchait pas vraiment de l'essence en fait. Il n'y en avait pas, mais on trouve ça génial puisque maintenant, on ne sera plus besoin de descendre. C'est vachement pratique, je pense, pour les gens. Ça a pu aller dans le sud ou dans Mamoudzou ou à Dzoumogné pour aller faire de l'essence, ça sera beaucoup plus pratique, surtout que j'habite à Tsigoni, donc c'est juste à côté. Son ouverture était prévue en mai dernier, 2 mois de retard sur la date annoncée, mais l'essentiel, c'est que cela évitera des détours et des dépenses aux usagers. C'est une chose que nous, quand je dis nous, surtout nous, le professeur qu'on est basé ici, parce que c'était un peu la galère, ouais, tout le temps aller jusqu'à Dzoumogné, ou aller Tsunzu, faire des va-et-vient, retourner encore ici, après partir, s'occuper de nos affaires. C'est plus qu'un rêve, quoi. C'est une bonne chose pour nous tous, les Mahorais, surtout nous les Combani. Pour moi, c'est un raccourci pour les gens qui habitent surtout au centre, du moment où ils en avaient besoin de carburant. C'est un investissement de 3 millions d'euros pour servir le centre de l'île. Il s'agit là de la 2e station construite par Total Mayotte. Pour l'instant, la boutique Total n'est pas encore garnie. Ici à Combani, les capacités des cuves sont les plus grosses de l'île, avec Passamaïti. Revenons à présent sur la grogne la semaine dernière des pêcheurs du Four à Chaud en Petite Terre. Grogne suite aux travaux entamés sur la place. Ces derniers ne sachant pas où ils seront logés juste après. Aujourd'hui, et pour apaiser les esprits, les pêcheurs se sont entretenus avec les élus. Les précisions de René Lataste et Ibrahim Dogo. Le site du Four à Chaud est en plein travaux. Des changements qui ont provoqué la grogne des pêcheurs jeudi dernier. Ils craignaient de ne plus y trouver leur place. La réunion de cet après-midi à la préfecture avait pour objectif de se parler et de rassurer la profession. Cette réunion était nécessaire parce que c'est vrai, il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait des gens qui racontaient la chose et son contraire. Et finalement, ils se sont tous rendus compte que nous avons délibéré à l'Interco, nous avons sécurisé les financements et la délibération est là. Et on leur a transmis la délibération, bien sûr, avec les financements qui vont avec. D'ailleurs, les financements qui étaient prévus au départ étaient complètement insuffisants et nous avons rajouté du financement. Ça s'inscrit dans le chantier plus général de la structuration de la filière pêche, une halle de pêche digne de ce nom avec les moyens réfrigérés et un moyen de débarquement, c'est-à-dire un ponton pour Petite Terre sur ce site du Four à Chaud. Donc le site du Four à Chaud, qui est le site historique, est confirmé dans sa destination avec un réaménagement très ambitieux porté à la fois par le conseil départemental, l'Interco, c'est un projet partenarial, et l'État. Et on y tient. Et ce projet-là fait partie des 7 projets de pontons et des halles de pêche qui permettront tout autour de l'île de structurer la filière pêche. Une réunion de plus de 2 heures où les pêcheurs sont sortis, sinon totalement satisfaits, du moins largement rassurés. Oui, on était rassurés sur certaines parties et d'autres, on était un peu dessus. On est un peu dessus, mais bon, ça risque d'avoir des gains et puis ça peut marcher. Déjà pour la halle des pêcheurs qui était parmi notre revendication,
Il y a des chiffres qui ont été donnés par les administrations définies pour bailleurs à ces structures. Et tout ce qu'on nous a donné nous a paru vraiment positif. Des appels d'offres vont être lancés avec les financements supplémentaires. La fin des travaux est à l'horizon fin 2020, début 2021. Je vous l'annonçais en titre, une gestion inefficace, un manque de rigueur dans le travail ainsi qu'une défaillance au niveau de la gouvernance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Chambre régionale des comptes n'est pas tendre avec le comité départemental du tourisme dans son dernier rapport publié le 11 juillet dernier. Plus de précisions avec Anliat Bonaïssa et Abel Kassim Aben. Mayotte, dernier département, est une île surprenante de par sa nature, son patrimoine culturel et de surcroît possédant l'un des plus beaux lagos du monde. Pourtant, elle a beaucoup de mal à attirer et développer son tourisme et le dernier rapport de la Cour régionale des comptes n'est pas réjouissant. Un document de 33 pages qui pointe sévèrement du doigt la gestion du comité départemental du tourisme qui, selon la Cour, manque de stratégie et de productivité et que malgré d'indéniables atouts, Mayotte doit se contenter de moins de 30 touristes par mois. Notre île accueillit 62 000 touristes en 2017, soit 21% de plus que les années précédentes. Des touristes qui ont dépensé 36 millions d'euros. Notre île reste une destination méconnue à cause de, je cite, la défaillance de la gouvernance en raison d'un cadre inadapté, notamment des statuts et du règlement intérieur, ce qui a entraîné un fonctionnement lacunaire et n'a pas permis de clarifier le partage de compétences et les relations avec le département. Fin de citation. La Cour des comptes indexe aussi la gestion des ressources humaines, les finances notamment, les frais de déplacement qui nécessitent un encadrement rigoureux, les horaires de travail jugés flexibles par la même occasion. Le développement du tourisme est une compétence du département qui s'appuie sur le comité du tourisme pour mettre en œuvre des orientations. Le comité n'est pas le seul acteur pour autant de la chaîne touristique, mais il peut jouer le rôle de pilote, sauf que, selon la Cour des comptes, c'est un outil qui ne fonctionne pas bien. Mayotte a un magnifique lagon, des forêts et une faune endémique et leur mise en valeur est quasi absente. La Cour des comptes recommande donc d'aménager les sites touristiques, les entretenir et les sécuriser. Il faut un travail partenarial entre acteurs publics et privés pour une bonne gouvernance du secteur et donc faire connaître Mayotte. Mission difficile certes, mais pas impossible étant donné que l'image même de l'île est écornée. À cela s'ajoutent les problèmes récurrents d'insécurité qui dépassent le cadre d'action du comité départemental du tourisme. Et justement, ces défaillances reprochées au comité départemental du tourisme ne sont pas, estime son directeur, uniquement de son fait. Selon lui, et pour développer le tourisme à Mayotte, une autre politique plus globale doit être mise en place. Et cela dépasse largement les compétences seules du comité. Je vous propose d'écouter Michel Ahmed au micro de Taslima Abdouhamza et Youssouf Ahmed Matouar. Il faut remettre les choses dans leur contexte, voir quelles sont les problématiques du développement touristique à Mayotte. Je peux vous en citer quelques-unes, notamment l'accès aérien, aussi bien en termes de desserte que de cherté, qui ne facilite pas et n'encourage pas les gens à venir à Mayotte. On peut prendre l'autre problématique qui est l'hébergement. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de chambres pour accueillir les touristes et ceci ne sont pas des missions qui incombent directement au comité du tourisme, mais d'autres acteurs institutionnels doivent prendre en charge ces missions-là pour disposer des éléments nécessaires pour développer le tourisme. Une autre problématique qui est les acteurs institutionnels. Jusqu'en début de cette année 2019, il n'y avait pas encore d'office de tourisme à Mayotte. Et donc le comité du tourisme devait répondre à ces missions-là, qui ne sont pas ces missions, mais des missions appartenant aux communes et aux intercommunalités. Aujourd'hui que les offices de tourisme sont là, nous travaillons en étroite collaboration pour pouvoir améliorer les conditions et les éléments nécessaires pour le développement du tourisme à Mayotte. Et parmi les missions qui incombent directement au comité du tourisme, à noter leur collaboration directe avec les différents opérateurs touristiques de l'île, qu'ils soient dans l'hôtellerie, la restauration ou autre. Si certains, parmi les grandes structures, avouent n'avoir aucun contact avec le comité, ceux qui ont un partenariat avec l'organisme estiment qu'ils pourraient mieux faire. Plus de précisions avec Yasmine Jaffar, Abel Kassim Aben.
Des paysages à couper le souffle, un climat chaleureux et surtout des spécificités qui rajoutent du charme à l'île. Des atouts qui ne suffisent pas pour faire décoller le tourisme. Parmi les structures en vogue, le Trevani. Tanchiki Maoré s'est lancé un défi en reprenant les lieux. 2 ans ont passé, il n'a jamais eu de soutien tant espéré, ni de l'État, ni du conseil départemental. En fait, il y a des structures pour nous accompagner, mais il n'y a pas beaucoup de volonté. Voilà. Comme jusqu'à là, aujourd'hui, tous les aménagements que j'ai fait là, c'est de fonds propres. Voilà, c'est moi-même que je me suis démerdé à m'endetter personnellement pour faire tout ce que vous voyez là. Le jeune entrepreneur ne travaille pas avec l'organisme vitrine et intermédiaire entre les opérateurs et les clients, le comité du tourisme. Ce club de plongée, lui, a opté pour un partenariat, mais visiblement, il a ses limites. C'est le bouche à oreille qui leur permet de faire connaître leur activité au grand public. C'est essentiellement une démarche qui vient de notre part, hein, par les sites internet et par la publicité qu'on achète dans certaines publications, quoi. Alors comment le comité du tourisme s'organise? Mayotte peine à accueillir des touristes et les rares qui débarquent rendent visite leurs familles. Un statu quo de plusieurs années, alors à quand une politique efficace pour attirer des visiteurs sur notre caillou? Dans le reste de l'actualité, Jean-François Colombet, le nouveau préfet de Mayotte, est arrivé sur l'île hier et dès ce matin sur la place de France à Dzaoudi, il prenait officiellement ses fonctions aux côtés des élus et corps constitués. Jean-François Colombet qui succède à Dominique Sorin, nommé, je vous le rappelle, à Tahiti. À Dzaoudi, ce matin, le reportage de René Lataste Ibrahim Dogo. Première cérémonie autour du monument aux morts à Mayotte pour le préfet à peine débarqué de l'avion, hier soir. Sonnerie aux morts, marseillaise, revue des effectifs des différents corps de l'État, armée, police, douane, pompiers et directeurs des services. Un temps fort suivi d'une brève allocution dans un cadre convivial. Il y rend hommage à son prédécesseur, Dominique Sorin. Je suis heureux d'occuper cette difficile fonction. Je suis déterminé à la conduire au mieux, avec vous, naturellement. Ces personnes. Il y a eu de très belles réussites au cours des derniers mois à Mayotte. Je crois que Dominique Sorin, mon ami, s'y est beaucoup employé. Il insiste sur l'importance de travailler ensemble, État et élus, pour faire progresser Mayotte. Et je crois pouvoir dire que jamais un gouvernement n'a donné autant de moyens au territoire pour se développer. Donc, passer les discours, nous allons agir. Et là aussi, nous allons agir avec le conseil départemental et avec chacune des collectivités locales de Mayotte pour faire les choses. Après des postes, notamment à La Réunion, en Guadeloupe et le dernier à Toulouse, il doit désormais relever les défis de Mayotte. Et Jean-François Colombet qui sera, je le rappelle, l'invité du 19h demain sur Mayotte, la première bien évidemment. Mais avant cela, nous accueillons ce soir sur ce plateau le député Mansour Kamardine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez présent, on l'a vu dans le reportage, lors de la prise de fonction du nouveau préfet. Ce dernier a affirmé aujourd'hui être un homme d'action qui préférait le verbe faire à dire et être à paraître. Selon vous, quel est le domaine dans lequel il doit d'abord faire avant de dire ? D'abord, lui souhaiter la bienvenue, bien sûr, sur notre territoire, saluer l'action du préfet qui est parti et lui donner un conseil. Mayotte a besoin d'être aimé, pas dans les discours, mais dans les faits, des preuves d'amour, et notamment d'engagement. Mayotte, c'est aimer ce qu'il aime, et ceux qui ont aimé Mayotte ont... C'est un conseil ou une mise en garde? Non, c'est un conseil d'aimer ce territoire, comme il le dit, et que nous serons naturellement à sa disposition pour l'accompagner. Alors à chaque fois qu'il le souhaitera, nous serons là pour lui prodiguer nos conseils, parce que je considère qu'étant né ici, avoir grandi ici, assumant des responsabilités ici, tous les élus, toutes tendances confondues, nous sommes à même de pouvoir mieux conseiller le préfet, de ne pas écouter simplement ses administrations, même s'il doit les écouter, mais il doit aussi s'appuyer très largement sur les
les vécus des élus de ce territoire. En tout cas, c'est ce qu'il a dit qu'il comptait faire aujourd'hui. Alors Jean-François Colombet arrive au lendemain de la signature de l'accord cadre entre la France et les Comores. Quelle marge de manœuvre avez-vous, vous élus de Mayotte, pour vérifier que les engagements pris par les Comores seront bien mis en œuvre pour commencer? Quand vous lirez l'accord cadre, je l'ai lu. À la fin, il y a une clause qui dit qu'il y a un comité de haut niveau qui se réunira à chaque fois que cela sera nécessaire. La première réunion aura lieu dans 3 mois pour fixer des objectifs, définir des objectifs, fixer à atteindre. Et donc, c'est dans le cadre de ce comité de haut niveau dans lequel siégeront les élus parlementaires de Mayotte et les élus locaux de Mayotte que nous verrons les bilans qui seront faits. Je veux simplement dire que d'ores et déjà, on peut saluer la détermination du gouvernement comorien, puisqu'avant même la signature de l'accord, les Comores ont pris conscience. Vous savez, au mois de mai-juin 2018, il s'est produit un drame entre Moélie et la Grande Comore, où un dirigeant comorien a trouvé la mort à bord d'un kwassa-kwassa. Ils ont été obligés de prendre une note pour interdire désormais le transport de kwassa-kwassa entre les îles de l'Union des Comores. Et donc, il restait à prendre cette mesure-ci, qu'ils l'ont prise, et ils ont commencé donc à l'exécuter. Il y a eu des kwassas qui ont été démolis, ils vont surveiller les... Et vous allez veiller à tout cela. J'ai lu l'accord cadre, mais pourquoi je vous pose la question? C'est parce que la semaine dernière, justement, et je pense que vous l'avez suivi, nous avons reçu sur ce plateau le collectif représenté par Estelle Youssoufa, Fatou Ibrahim, et eux, ils disaient que cet accord cadre n'était ni plus ni moins que le retour de la feuille de route de façon déguisée. Vous, que leur répondez-vous et que répondez-vous aux Mahorais qui se disent la même chose qu'eux? Je ne suis pas venu et je n'ai pas fait tout ce trajet depuis Sada jusqu'ici pour répondre à Estelle Youssoufa. Moi, j'ai participé à la négociation de l'accord cadre. Je sais ce qui a été proposé. Je sais les modifications que nous avons apportées. Je sais ce qu'il y a dans ce contenu. J'ai été surpris de constater que le soir même de la signature, alors que le document n'avait circulé nulle part, ils ont commencé déjà à le critiquer. Ce que je constate, c'est quoi? C'est qu'il y a des mesures fortes, notamment du côté des engagements forts, du côté du gouvernement comorien, pour assurer le contrôle des flux migratoires venant des Comores vers Mayotte. Je peux dire aujourd'hui que nous avons appris de sources autorisées qu'hier encore, des Africains des Grands Lacs du continent étaient venus à Moroni pour tenter de venir à Mayotte. Ils ont été refoulés, reconduits aux frontières. Donc il y a un dispositif qui se met en place dans le cadre de l'exécution de cet accord. Nous ne pouvons pas signer un accord et dire aux uns ou aux autres, eh bien, nous avons signé, mais nous n'avons pas confiance en vous. Ce sera dans la pratique. Je crois qu'il y a des choses qui se font. Je pense que nous avons là le meilleur accord que nous pouvions avoir, puisque, encore une fois, au-delà des mots, au-delà du verbe, au-delà, il y a les réalités. Et les réalités sont ce que je viens de vous dire. 1, on contrôle. 2, on détruit. 3, vous savez, il va y avoir une possibilité d'installer des radars là-bas, de mettre des officiers pour assister les officiers des Comores. Donc vous allez vraiment veiller à ce que cet accord cadre... Je crois que cet accord, et puis il y a vous également... Prenez l'engagement devant les Mahorais ce soir. Dans la Convention, ce n'est même pas moi qui prends l'engagement, c'est le président de la République, c'est le gouvernement de la République. Nous avons dans cet accord des mesures, notamment qui permettent, puisqu'on dit les moyens seront mobilisés au vu des actions et des résultats qui sont faits. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Je crois que nous jugerons dans 6 mois, dans 1 an, nous verrons. Parce que si les Kwassa continuent à venir avec le même flot qu'aujourd'hui, on pourra dire effectivement que rien ne se... Votre travail. Pas moi, pas nous, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Nous avons fait un cadre et ce cadre va permettre, ce n'est pas les députés qui exécutent l'accord. Mais vous allez veiller, en tout cas, vous avez dit dans l'accord que vous allez veiller. Dernière question, alors dans la lignée de cette signature à Paris, et site au Géodésie, la Maurice, vous avez demandé à ce que Mayotte intègre la commission de l'océan Indien. Vous pensez que là aussi, on va dans le bon sens? Pour intégrer la commission de l'océan Indien, vous savez, Mayotte est française, mais elle est dans l'océan Indien. Quand on fait des îles de l'océan Indien, des jeux des îles de l'océan Indien, les jeunes Mahorais ont vocation à y participer avec tout ce qu'ils ont comme attribut. Leur nationalité, leur drapeau, leur hymne. Mayotte est dans l'océan Indien.
La commission de l'océan Indien, comme son nom l'indique, a vocation d'accueillir Mayotte. Il est loin d'imaginer, en tout cas nous l'avons dit avec les mots les plus clairs, personne ne peut s'attendre de Mayotte à ce qu'elle accepte d'exécuter des décisions prises dans une instance, fût-elle dans laquelle siège la France, surtout quand on conteste notre francité, et que les Mahorais n'y participent pas. C'est ce qui a mis le feu aux poudres en septembre 2017. Et donc je crois que désormais, le dossier est monté et mis en haut de la pile, les deux dossiers en haut de la pile. Donc nous sommes convaincus que demain, ces dossiers, en tout cas, entreront dans une voie de négociation avec les autorités comoriennes. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en mahorais, bien évidemment. Dans le reste de l'actualité, à noter la formation pendant une semaine d'une trentaine d'étudiants à la mobilité. L'objectif du dispositif Cadre Avenir, dont ils font partie, est de préparer au mieux leur insertion, que ce soit en métropole ou à La Réunion, eux qui se destinent à des métiers tournés vers la santé ou encore l'ingénierie. Taslim Abdo Hamza, Youssouf Ahmed Matouar. 93% d'échecs en première année pour les étudiants mahorais, un chiffre qui doit interpeller plus d'un et surtout ses futurs étudiants en quête de repères pour mieux aborder l'étape des études supérieures. Vous avez vu plein d'outils qui vont justement vous aider à faciliter votre arrivée sur la métropole et votre intégration et surtout votre étude. Autour de la table, des futurs médecins, ingénieurs ou encore cadres intermédiaires, formation intensive, transport, logement, démarches administratives, tout est vu pour une meilleure installation. J'ai un petit peu peur parce que je suis jamais partie de Lille. C'est ma toute première fois en fait. Et j'appréhende un peu la chose. Personnellement, je pense que ça donne à l'étudiant toutes les possibilités, toutes les pistes qui pourraient l'encourager à réussir. Et surtout, ça lui donne tous les outils nécessaires pour sa réussite. Ils font tous partie du dispositif Cadre Avenir. Il consiste à encadrer les meilleurs bacheliers et étudiants du Bac+2 à Bac+5. L'objectif principal, les mettre en garde sur ceux qui causent l'échec massif des étudiants mahorais. Les causes qui font l'échec des étudiants mahorais en métropole, c'est cette absence d'anticipation sur ces volets-là. Donc, dans un premier temps, on travaille là-dessus, mais aussi on leur fait prendre conscience de leur retard en termes de niveau scolaire. Avant le départ, remise à niveau obligatoire pour ces 30 étudiants. Après l'obtention de leur diplôme, ces futurs cadres ont obligation de revenir travailler à Mayotte durant 3 ans. Et venons-en pour terminer aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se sont achevés hier à l'île Maurice. Mayotte a décroché 16 médailles, dont 3 en or. Et vous, quel bilan faites-vous? Élément de réponse dans ces quelques réactions recueillies par Henri Fina Mohamed et Yasmine Jaffar. Je trouve qu'il y a un résultat assez satisfaisant, surtout les basketteurs qui ont bien mené les jeux. Simplement, vers la fin, ils se sont beaucoup relâchés et je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Et après, certains joueurs qui ont gagné les médailles d'or, je trouve ça vraiment encourageant qu'ils aient osé chanter la Marseillaise pendant ces jeux alors que c'était interdit d'après le règlement. Content en fait de savoir qu'on a gagné contre les Comoriens, même si tout le monde en parle comme quoi il n'y avait pas tous leurs joueurs dedans. Mais nous, en fait, je crois qu'on a fait un beau match contre les Comoriens. Au niveau basket, je pense que voilà, c'est une question de coaching. Ouais. Donc, après, nous tous on connaît la polémique qu'il y a eu sur cette sélection. D'autant plus que voilà, il y a certains joueurs que nous tous les Mahorais connaissent bien. Et voilà, en tant que Mahorais, nous, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, donc on a juste remarqué que voilà, il y a certains joueurs qui devraient être dans la section qui ne sont pas allés. Moi, je les remercie, je les félicite même. Ils ont fait du bon boulot malgré le peu d'efforts qui a été fourni pour eux. Hein. J'estime qu'ils ont fait des gros efforts. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on attend toujours au dernier moment, juste 2-3 mois avant une compétition, pour mettre le pot, pour payer des préparations et tout. Or, on devrait en permanence avoir des équipes qui sont compétitives. On ne doit pas seulement les préparer pour aller à une compétition donnée. Ça doit être en permanence. Il devrait y avoir un budget qui soit là pour que nos équipes, toutes les catégories, ils soient en permanence en train de se confronter avec les autres équipes de la région pour pouvoir être performants, quoi.
Et j'ajoute que la délégation de sportifs mahorais arrive demain en fin de journée à Mayotte. Elle sera par ailleurs reçue mercredi à 14h à l'hémicycle Bamana. Avant de nous quitter, je vous rappelle le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle le comité du tourisme. Politique inefficace, mauvaise gestion sont ici rapportés. Mais selon son directeur Michel Ahmed, le développement touristique de l'île ne peut se faire qu'avec l'implication de tous les acteurs concernés. Merci encore de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le journal en Mahorais. Très belle soirée à vous.